Bienvenue. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cécile Heller, je suis la fondatrice d'AromaPro, qui est une école d'aromathérapie holistique. Enfin, je pense que c'est la seule en français, en ligne en tout cas. Je suis aussi la créatrice de clubequipnaturelle.com, grâce auquel, depuis quelques années, je m'efforce d'éduquer le grand public sur comment avoir une vie non polluante à tous les niveaux, hein, même sur votre environnement, sans médicaments. Et on me contacte beaucoup pour me demander de l'aide. Et je vois trop de personnes qui doivent se battre tous les jours contre une douleur qui pourrait être évitée. C'est pourquoi j'ai à cœur de vous éclaircir sur le sujet. Et c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à maîtriser en urgence moi-même, sous peine. C'était une question de vie ou de mort. Ça m'est arrivé quand même plusieurs fois. Et donc aujourd'hui, je sais à quel point il est important de savoir et d'utiliser des outils que moi, je n'ai pas eu à l'époque. Hein. Et l'important surtout, c'est que vous ne fassiez pas partie des victimes. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Alors, déjà, au sujet du... voilà, le programme, hein, pour vous situer le tableau. On va parler opiates parce que c'est énorme en ce moment ici aux États-Unis. Je pense que c'est pas autant, enfin, je sais pas, c'est peut-être pas autant de problèmes en France, mais une chose est sûre, c'est que on a, nous ici, tout ce qui nous arrive, ça met en gros 10-15 ans pour arriver en France. Donc, je pense que c'est pas du luxe si je vous parle de ça maintenant. Donc, jusqu'en 1980, la douleur, c'était la morphine. Hein. On utilisait surtout la morphine. Et c'était surtout utilisé en soins palliatifs et pour soulager les cancéreux en phase finale. Hein. Et depuis, évidemment, ils ont tout fait pour que ça se vulgarise au maximum. Ils ont créé des produits qui ont fait leur fortune, hein, parce que c'est clair que la douleur, c'est un gros sujet, on n'a pas envie de souffrir, ce qui est tout à fait légitime. Et comme il y a de plus en plus de maladies chroniques et de plus en plus de cancers, évidemment, on a besoin de plus en plus de moyens d'atténuer la douleur. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, enfin en 2010 en tout cas, on n'a pas encore les chiffres pour aujourd'hui, mais en 2010, ça nous a fait 3,1 milliards juste pour Purdue, donc la boîte qui fait l'oxycodone, qui est dispensé sous différents types de produits un peu partout dans le monde. Et s'il y a autant de ventes, malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de consommateurs. Et c'est des gens qui souffrent et qui ne sont pas prêts de finir de souffrir. J'espère juste que ça n'est pas vous. Alors pourquoi ça s'est à ce point-là étalé, je dirais, démocratisé? C'est grâce à une magnifique campagne de marketing qui a commencé en 96 et surtout qui expliquait aux médecins qu'on ne pouvait pas être accro à un opiacé. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que les médecins qui cherchent la petite bête derrière une huile essentielle, par exemple, personne ne s'est posé la question si effectivement un opiacé qui a quand même une structure chimique identique à celle de l'héroïne n'était pas addictif. Alors, pour qu'ils aient vraiment pas eu envie de chercher, c'est qu'on les a bien incités à pas aller chercher. En fait, aucune étude aujourd'hui ne garantit l'innocuité d'un usage long terme des opiacés. Hein, il n'y en a aucune. Et par contre, ça devrait être le devoir d'un médecin que de réclamer ce genre d'information. Personne ne l'a réclamé. Et ce qu'il faut vous rappeler, c'est que les compagnies pharmaceutiques sont vraiment devenues maîtres dans l'art de manipuler les preuves scientifiques en leur faveur. Il y a de grosses sommes d'argent en jeu. Et votre santé en face, elle ne pèse vraiment pas lourd. Alors en France, ce type d'antidouleur est limité à 28 jours. La prise d'antidouleur est limitée à 28 jours. Oui, peut-être. Sur le papier en tout cas. Pourquoi 28 jours alors qu'il suffit d'une petite semaine pour être complètement accro? Hein. Ce qu'on vous dit pas, c'est que les opiates possèdent un composant fortement addictif qui rend le manque douloureux et souvent dangereux. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'on est absolument tous différents dans le domaine de la douleur, de la tolérance aux médicaments, etc. On me demande souvent comment font ceux qui n'ont pas quelqu'un comme moi près d'eux pour les soutenir et les soulager durant ces semaines de désintoxication pénible, nuit et jour. Et c'est là qu'on finit par développer des ressources en termes de soutien physique et émotionnel. C'est là qu'une sorte de rage se construit
une rage nourrie par des mois de révolte envers la façon dont le monde médical fabrique légalement des drogués, malgré eux, hein, et qui sont traités en drogués. Puis les néglige, les humilie, les réduit à devoir trouver des solutions qu'on réserve à ceux qui ont les moyens de se les payer, des solutions qui ne sont évidemment pas prises en charge par une assurance médicale. Et il faut comprendre que c'est toute leur façon de faire est basée sur la généralité, sur ce que des études ont bien voulu leur montrer, donc ce qu'ils ont bien voulu considérer, parce qu'ils ne regardent pas évidemment toutes les études, ils regardent les études qui leur sont fournies par les laboratoires pharmaceutiques. Et ça change tout, parce que ce qu'on ne dit jamais, c'est que le corps s'habitue aux opiates et qu'il en faudra de plus en plus pour obtenir les mêmes niveaux de soulagement. Et qu'au bout de ça, si on n'a si on n'en a que eu 28 jours et qu'on est accro, qu'est-ce qu'on fait? Bon, évidemment, en dehors des opiates, il y a pas que les opiates, c'est la version extrême, mais malheureusement, ce que vous ignorez, c'est que les antalgiques, c'est aussi le paracétamol, évidemment, c'est tout ce qui est anti-inflammatoire. Ça, c'est largement donné par les médecins, les pharmaciens, etc. Mais ça épuise votre antioxydant indispensable, hein, ça épuise vos glutations. Du coup, vous avez moins de quoi réparer les effets de l'inflammation. Donc, en fait, ça élimine de votre organisme ce dont il a besoin pour réparer les effets de l'inflammation. Okay. En plus, il affecte l'humeur, le paracétamol. Ça fait moins d'empathie, moins d'émotions positives, donc plus tendance à voir les choses négatives. Ça, c'est des choses qui sont démontrées scientifiquement, ce que je vous explique là. Je vous donne pas tous les noms les références, parce que c'est toujours tout en anglais, et tout le monde se plaint que je donne beaucoup de choses en anglais, donc bon, je ne les donne plus. Mais tout ça, c'est sorti d'études qui ont été menées à grande échelle. Et surtout, ce qui a été montré, c'est que les fœtus exposés au paracétamol auront tendance au TDAH, plus de problèmes de communication et moins d'habileté motrice. Ça aussi, ça a été démontré. Mais surtout, ce qu'ils ont réussi à montrer, c'est que très rapidement, on saigne, l'intestin saigne, en fait, dès 3 jours après le début de la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, bon, il y a les Feralgan, d'accord, mais il y a aussi l'Advil, par exemple. Hein. J'ai découvert qu'on en trouvait en France. Hein. Et quand la douleur est là tous les jours et qu'il faut s'en soulager si on veut fonctionner, malheureusement, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et bien qu'ils doivent être pris occasionnellement, il y en a quand même 33 millions qui en prennent tous les jours. Et donc ça laisse beaucoup de traces. Et ça laisse des traces qui sont des sources automatiques d'inflammation, de toxicité et de réaction immunitaire. Donc, on commence par des problèmes de douleur qui nécessitent, pour qu'on puisse fonctionner, de prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens tous les jours. Et à force, on se fabrique des douleurs qui deviennent complètement chroniques, qui peuvent être issues de l'auto-immunité. Donc, c'est la pérennisation. Alors qu'on est en train d'essayer de vivre sans quand même. On est en train de se fabriquer des chances de ne jamais pouvoir vivre sans douleur, rien que parce qu'on ignore des alternatives aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et parce que juste on a peut-être mal interprété sa douleur, ou parce qu'on n'a pas on n'a pas aidé notre organisme à réellement se défendre contre ça. Et même, qu'est-ce qu'elle a voulu dire, cette douleur? Alors évidemment, pour un praticien classique, l'inflammation interne, eh ben, c'est négligeable, on s'en fout. Hein. On vous sert le paracétamol comme des bonbons et sans précaution, parce qu'il est normal que l'intestin saigne après 3 jours. En fait, c'est normal qu'il y ait des effets secondaires quand on prend un médicament. Hein. D'ailleurs, on vous dit, allez, regardez pas la notice. Hein. Si vous commencez à regarder les effets secondaires, vous n'allez plus jamais rien prendre. Voilà, ça c'est un bon début déjà. Pour un praticien classique, l'hyperperméabilité de l'intestin, ça n'existe pas. Les conséquences, c'est une fable aussi. Les réactions au gluten, c'est de l'ammoniaque. Et s'il y a des effets secondaires, et ben, de toute façon, il y a des médicaments, qu'est-ce que ça peut faire? Okay. Donc, si vous souffrez tous les jours et que vous utilisez des anti-inflammatoires non stéroïdiens tous les jours, vous vous garantissez de pérenniser votre souffrance. Vous allez souffrir inutilement et à vie. Alors en même temps, c'est très bon pour le marché, hein. C'est très bon pour l'industrie pharmaceutique, ça, il n'y a pas à tortiller. Alors, il n'y a pas de sonnette d'alarme, c'est vous qui devez la tirer vous-même.
Et c'est à vous de faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire vous renseigner un tout petit peu sur le sujet. Mais c'est vrai que ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Moi, ce que j'ai appris à la dure, sur le tas et par la force des choses, c'est que l'aromathérapie peut beaucoup pour vous soulager, tout en préservant l'immunité, tout en préservant votre organisme, tout en évitant d'augmenter votre niveau de toxicité. Et ça, c'est absolument pas le cas des médicaments. Alors, c'est vrai que quand quelqu'un veut plus toucher à quoi que ce soit qui tienne une trace de morphine ou de paracétamol, il faut trouver des alternatives propres, mais quand même assez puissantes. Et c'est là qu'on se pose des questions sur les cas d'interférence, par exemple. C'est là qu'on va vous dire, ah non, surtout prenez pas ça, vous vous rendez pas compte. D'ailleurs, on vous maintient dans une peur permanente de faire ce qu'il faut pas, hein. C'est bien connu. Et là, moi, je viens avec mes gros sabots et je vous dis, mais non, on s'en fout. Sachez que le potentiel d'interaction entre les huiles essentielles et les médicaments, c'est complètement dépendant de dosages conséquents. C'est très improbable qu'avec les dilutions très faibles qu'on utilise en aromathérapie holistique, vous puissiez en rencontrer de toute façon. Mais malgré tout, je vous donne les rares cas d'interaction possibles. Alors, c'est ce qui concerne la menthe poivrée, parce que c'est quelque chose de très puissant, la menthe poivrée. Elle peut altérer l'action de la nifedipine qui est utilisée pour les pathologies cardiaques. Il y a le salicylate de méthyle qui est un fluidifiant naturel, anticoagulant. Et ça, on le trouve dans toutes les huiles essentielles antidouleurs. Et si vous avez des médicaments qui sont administrés par la peau, les huiles ne doivent pas être appliquées au même endroit. Voilà, en gros, c'est ça. C'est quand même limité. Alors, au sujet de cette huile essentielle de menthe poivrée, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut que vous sachiez d'abord que l'aromathérapeute prend plus de risques en travaillant sur un malade sous chimio qu'un malade qui reçoit un traitement à base d'huile essentielle. Et je vais quand même vous dire ça. Il y en a beaucoup qui me disent oui, en touchant les huiles, etc., etc., etc. La menthe poivrée, ça fonctionne comme un opiacé. Ça travaille sur les récepteurs d'opiates. Ça bloque les messages de douleur. Mais il faut toujours l'utiliser dilué. Sauf, c'est vrai que je vous explique des fois que si on s'est coincé les doigts, il faut la faire tomber pure sur les doigts, mais il ne faut pas la frotter. Mais donc, on peut l'utiliser avec plein d'autres huiles essentielles qui vont augmenter, évidemment, son action. Ça dépend de ce qu'on recherche. Donc là, je vous ai donné quelques petits exemples pratiques. Et là, je vous parle du stress parce que le stress de la douleur, c'est ce qui intervient le plus possible, le plus souvent. C'est ce qui fait qu'on va la supporter ou ne pas la supporter. Là, je vous ai mis une formule aromatique anti-stress à associer à une supplémentation anti-stress, comme ce que je vous explique dans le mode d'emploi du stress, par exemple. Donc là, je vous ai mis dans son oliban avec du vétiver, de la camomille romaine et de l'ylang-ylang, parce que ça, c'est extrêmement anti-stress. Et que si vous utilisez des huiles essentielles anti-douleur avec, ça va faire une énorme différence. Utiliser des huiles essentielles anti-douleur sans traiter le stress, c'est un petit peu comme verser de l'eau dans du sable. Il faut que vous compreniez que dans tous les cas, on a besoin d'une cohérence. Il y a énormément de choses à associer pour réellement traiter la douleur. Alors évidemment, pour des gens pour qui il n'y a pas d'autre alternative, je dirais, on a vu combien les médicaments antidouleurs ne sont pas la solution à long terme. Et vous êtes sans doute nombreux à le savoir. Et certainement peut-être à rien prendre du tout. Et vous subissez des douleurs que vous pourriez certainement éviter. Il y en a beaucoup pour qui il n'y a que les antalgiques et les anti-inflammatoires classiques. Et puis, c'est normal d'avoir des effets secondaires. Alors qu'il y a des alternatives, mais qu'on ne sait pas nécessairement utiliser. Est-ce qu'on sait éviter les douleurs évitables? Est-ce qu'on sait ce qui les entretient? Est-ce qu'on sait faire la différence entre une bonne et une mauvaise douleur? Est-ce qu'on sait reconnaître les douleurs qu'on se crée sans le savoir? Mais surtout, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cette douleur? Okay. C'est ça que j'aimerais bien vous faire à quoi vous faire penser, ok? Parce qu'il ne suffit pas de dire « Ah zut, j'ai mal ».
et de faire quelque chose qui va avoir un impact très limité. Alors bon, je vous en ai déjà parlé, je pense que vous devez le savoir, je vous ai tout consigné sur 200 et quelques pages là-dedans, parce que tout ça, c'est très très long. Et à chaque fois que je parle de douleur, je suis extrêmement frustrée parce que je me dis, ça sert à quoi que je dise tout ça s'ils ne comprennent pas la base, s'ils ne comprennent pas qu'il n'y a pas une pilule miracle, encore une fois, c'est ce que j'explique à chaque fois. Si vous ne comprenez pas que il faut comprendre les mécanismes de la douleur, il faut savoir se protéger de ce qui est inutile, il faut connaître les dangers, les antalgiques, de tout ce qui est évitable. Vous êtes beaucoup trop nombreux à entretenir des douleurs en pensant vous faire du bien. Vous ne vous doutez même pas que vous entretenez vos douleurs. Il vous faut des raccourcis, il vous faut des recettes. Et là, surtout, dans mon livre que je viens de sortir, il y a un b.a.-ba de la douleur qui sert vraiment à tout. Et qui permet de ne plus avoir peur de la douleur et surtout pas des maladies qui la génèrent. Parce qu'il faut souvent éviter, enfin, le plus gros, c'est d'éviter les douleurs diagnostiques et tout ce que ça va entraîner en termes de douleur. Parce que quand vous avez un mauvais diagnostic, on vous donne un traitement qui ne va pas. Il y a beaucoup de cas où ce n'est pas une question de traitement, tout simplement. C'est une question de rééquilibrage. Et ça, c'est beaucoup le cas de ceux qui souffrent de lupus, de fibromyalgie, d'arthrite grave, de maladies de Lyme, d'hypothyroïdie. C'est tellement difficile à diagnostiquer, à identifier, à cerner et à correctement traiter. Okay, et tout est basé sur la douleur. Et toutes ces maladies-là, par exemple, il n'y a aucune solution. Alors qu'en fait, on peut faire quelque chose. On peut éviter le pire dans ces maladies-là. Mais il faut encore le savoir. Et il faut surtout comprendre pourquoi vous les avez. Et donc, pourquoi vous êtes perdu en route. Et pourquoi c'est ça qui vous fait du mal. Alors, dans ce livre, surtout, ce que j'essaye de faire, c'est de vous aider à retrouver votre chemin. Ce que je voudrais que vous compreniez surtout, c'est que la douleur vous met dans la roue d'un hamster et vous épuise jusqu'à ce que vous n'ayez plus le choix que d'en descendre les pattes raides en avant, quoi. La seule solution, c'est de ne pas monter dans la roue du hamster dès le départ. Alors que vous ne vous en méfiez pas, hein. Alors que vous avez encore le choix. Alors que vous devez trouver votre chemin. Vous savez sans doute tout ça, mais comme d'habitude, vous vous essoufflez à n'appliquer que ce que vous voyez au niveau du sommet de l'iceberg. Et ça ne suffit pas. Là, j'ai récemment donné ce livre à lire à des élèves. Et c'est incroyable à quel point, à chaque fois, il faut que je leur répète, lisez-le depuis le début. Parce que quel est leur réflexe? Aller vers là où elles pensent qu'il va y avoir la solution. Elles vont là où elles ne voient que le sommet de l'iceberg. Elles ne vont là que vers ce qu'elles ont pensé déjà avoir compris. Elles ne s'ouvrent pas à quelque chose de neuf. Trouver ce dont vous avez besoin, ça demande beaucoup plus de réflexion. Et surtout, ça demande d'avoir absolument tous les éléments en main. Et si vous ne prenez pas tout depuis le début, et si vous n'avez pas l'honnêteté de vous dire, bon, là, je ne sais rien, ok, je ne vais pas là où je pense que j'ai la solution. Il faut le faire. Il faut pas se limiter avec ce que votre petite comprenette vous dit que ça vous suffit. Je ne sais pas comment expliquer ça. À chaque fois que j'écris un livre, j'ai la sensation, je ne sais pas, j'essaye de faire en sorte que vous ne pouvez pas sortir des lignes jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez tout lu parce que c'est trop important, sinon vous n'allez pas comprendre la suite. Alors, bon, j'espère que c'est ce qui se passe chez celles qui l'ont déjà acheté. Bon, j'ai déjà eu des feedbacks et il y en a qui ont déjà compris à quel point c'était important. Mais ce que l'équilibre antidouleur vous donne, c'est les moyens de ne pas subir une vie de douleur pendant qu'il en est encore temps. Parce qu'il n'y a rien qui me fait plus souffrir que ça, que les gens qui me disent c'est trop tard, ou que moi je comprenne que c'est trop tard. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer ce soir. Sachez qu'il y a moyen de moyenner et que vous n'êtes pas condamné à souffrir pour le restant de vos jours.